Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes en direct sur la page Facebook de Coaching Québec ou en différé pour ceux qui regardent cette vidéo un petit peu plus tard, puisqu'elle va rester disponible évidemment sur notre page. Aujourd'hui, sujet super intéressant, on va parler d'auto-hypnose avec, on va le dire, là, trois des plus grands spécialistes au Québec de la question, disons-le, avec beaucoup d'humilité. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui trois hypnologues, coach PNL, enseignants certifiés aussi, Anne-Hélène Chevrette, Maïlis Witkowski et Francis Michaud, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, peut-être pour avoir suivi des webinaires ou des formations chez Coaching Québec. Bienvenue à vous trois, merci beaucoup d'être présents. Le sujet, l'auto-hypnose, comment la pratiquer et pourquoi la pratiquer, un sujet très très vaste. On va essayer de se tenir à 1 heure. Alors, euh, je vais vous laisser la parole pour voir un petit peu dans quelle direction vous voulez mener la discussion. Peut-être commencer avec toi, Anne-Hélène, un petit peu. L'auto-hypnose, c'est quoi d'abord pour les gens qui découvrent ce sujet-là? De quoi on Alors, parle? bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. L'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? En fait, ça pourrait être une grande question par rapport à tout ce qu'on voit circuler entre les différentes portes d'accès pour des états de conscience modifiés, en particulier la méditation. On pourrait se demander, est-ce que c'est la même chose que de la méditation? Est-ce que c'est de la même chose que de la méditation guidée? On pourrait se demander, est-ce qu'il faut parler fort pour s'induire une transe hypnotique pour que ce soit de l'auto-hypnose ou c'est plus un genre d'état qu'on peut créer par soi-même pour aller contacter, je ne sais pas, des objectifs ou des états qui nous feraient du bien? J'ai envie de dire, il y a tellement de manières de pratiquer et de découvrir l'auto-hypnose qu'en fait, on n'aura pas assez d'1 heure pour toutes les passer, mais ça peut valoir la peine de vous proposer aujourd'hui quelques axes intéressants que nous, on a adoptés ou qu'on a déjà testés et qu'on a soit discarté ou qu'on a aimé plus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières d'influencer notre état intérieur. Peut-être qu'on pourrait se dire que l'objectif ou le pourquoi on ferait de l'auto-hypnose, ça pourrait être d'orienter ou de modifier son état intérieur, ben, volontairement, c'est le mot est peut-être un peu fort, mais en ayant l'intention au départ, en tout cas. Euh, Mhm. pour la petite histoire, tiens, j'aurais juste envie de dire que l'auto-hypnose, ça s'apprend, mais en même temps, dans mon histoire, c'est arrivé vraiment spontanément comme un jeu. J'ai commencé à faire de l'auto-hypnose quand j'étais enfant, donc vraiment jeune, autour de 8 9 ans. Et ma première auto-hypnose, c'était de fixer un point sur un plafond et de tellement le fixer longtemps qu'un genre de rêverie pouvait s'installer. J'étais ni en train d'être à l'éveil, ni en train de dormir, mais les gens disaient autour que je dormais les yeux ouverts. Mais je recherchais cet état-là parce qu'il y avait un puissant bien-être puis une sensation d'être dans ma bulle. Je ne dis pas qu'il y a Mhm. toujours ça dans les effets qui sont recherchés, mais dans mon cas, quand j'étais jeune, j'avais vraiment apprécié ce sentiment-là d'être un peu dans la rêverie, donc pas tout à fait en train de rêver, mais presque, et d'être un peu coupé du monde ou dans ma bulle. Donc, ça a été ça un Mhm. peu le Donc, début. tu Je sais pas, pour créais vous déjà un autres. état modifié de conscience, oui. Mhm. Ouais. Super, merci Anne-Hélène. Maëlys, pour toi, si tu avais Ouais, à définir un petit peu. Hein? c'est déjà bien expliqué. Effectivement, ben, il y a le côté de changer d'état, ben, je le dirais quand même volontairement, effectivement. Des fois, retrouver aussi plus la connexion avec nos capacités, parce que souvent, on a déjà toutes les capacités qu'on peut avoir dans certains contextes, mais que des fois, ça nous manque un petit peu à une période de notre vie ou à un moment précis où là, on a plus besoin d'avoir telle ou telle capacité, puis qu'on ne se sent pas forcément tout de suite en lien avec. Fait que ça permet d'avoir un état qu'on modifie à l'intérieur de nous pour avoir plus accès à ces capacités-là, à l'état qu'on veut aussi changer. Donc, c'est vraiment un outil assez rapide et efficace. C'est souvent, moi, comme on fait, c'est des 5 10 minutes pour changer d'état et être après plus apte, selon nous en tout cas, à être dans la situation qui va se présenter. Donc, c'est vraiment rehausser en fait notre état présent
pour l'amener dans un état qu'on a envie d'avoir selon le contexte, en fait. Mhm. Et quand on dit changer d'état, tu sais, comment on pourrait définir cet état? Donc, enfin, la science dit que c'est un état modifié de conscience, je veux dire, c'est mesurable scientifiquement, mais je sais pas, Francis, si on devait voir un peu les caractéristiques de cet état-là, justement, c'est pas dormir, c'est pas être réveillé, c'est être conscient, mais en relation avec l'inconscient. Comment est-ce qu'on pourrait dépatouiller ça un peu pour que Ouais. les gens puissent imaginer? Puis probablement que c'est un état que tout le monde a déjà connu de toute façon, à son insu. Oui, Mm. je pense que si on embarquait dans les situations de vie avant même de faire de l'hypnose, où est-ce qu'on faisait déjà quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'auto-hypnose, je pense qu'il y en aurait tout plein, là. Moi, quand Hélène commençait à parler en fixant puis des trucs comme ça, moi, je sais qu'il y a des moments où est-ce que je remontais des ruisseaux, puis je pilais sur les roches, puis c'était très glissant, puis je savais que j'avais besoin de me concentrer, puis plus j'étais concentré, plus je le faisais sans avoir besoin d'y penser. Puis j'avais souvent beaucoup de créativité qui s'activait à ce moment-là. Je créais des chansons, j'avais des histoires, j'imaginais des choses. En fait, quand je regarde ça de l'extérieur, je me rends compte que je fonctionnais plus de la même manière à ce moment-là. C'est comme si on sort un peu de notre pilote automatique de qui on est d'habitude, comment on pense, qu'est-ce qu'on ressent. Puis c'est comme si ça devient plus flexible. Puis qu'on a accès, comme Maëlys disait, on a accès à des ressources, on a accès à une manière de penser qui est différente. Fait que c'est intéressant quand on veut à la fois se guider, fait que changer notre état, fait que changer, est-ce qu'on va être plus focus, est-ce qu'on va avoir plus de confiance, plus d'aisance, plus de calme, plus de paix. Mais si on veut se guider pour aller vers un état, une espèce d'énergie ou un état émotionnel ou mental différent. Puis moi, j'ai comme deux volets quand je fais de l'auto-hypnose. Il y a une partie me guider, puis une partie écouter aussi. Parce que Mhm. dans l'auto-hypnose, c'est ouvrir une communication avec nos parties plus inconscientes. Fait que mon but, c'est pas juste de dire à mon corps, mon esprit, mes parties inconscientes, aller dans cette direction-là, mais c'est moi, j'aimerais ça aller dans telle direction. C'est important pour moi. Voici, c'est à l'aide de l'hypnose, à l'aide de l'auto-hypnose, à l'aide de ce qu'on va penser, imaginer, on guide dans une direction. Mais comment ça réagit à l'intérieur? Est-ce que l'intérieur fait comme ah oui, yes! T'sais, on sent à l'intérieur qu'il y a comme un élan pour aller dans cette direction-là. Puis c'est comme si on guide, puis toutes les parties à l'intérieur ont le goût d'y aller. Ou est-ce qu'il y a une résistance? Puis là, ça aussi, c'est intéressant, en fait. Ça ouvre à une Mhm. espèce de curiosité, une discussion sur ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc bah, je sors les mots-clés pour les gens qui nous écoutent. Là, vous avez parlé de concentration, vous avez parlé d'attention qui est absorbée par quelque chose et que ça crée un état différent. Puisque je comprends de ce que tu dis, Francis, c'est qu'on peut donner une intention à ce qui se passe dans cet état-là. Mhm. On peut se fixer un objectif par rapport à ça. Pas juste, comme tu faisais à 8 ans, Anne-Hélène, fixer un point et te sentir bien, mais rajouter un objectif en plus à une séance comme ça, c'est ça? Mhm. Ouais, exactement. C'est une fois qu'on est dans un état d'esprit, qu'on est moins dans notre pilote automatique, puis on est moins dans les chemins qu'on est habitué de prendre, qu'on fonctionne un peu différemment, comment on va utiliser cet état un peu plus flexible ou malléable ou un peu plus influençable, dans le fond? Comment est-ce qu'on va l'utiliser pour aller avec une intention, un but, aller vers quelque chose? Ouais. Mhm. Puis ce qui m'intrigue un peu, c'est cette notion de, il y a deux parties, il y a une partie qui me guide et une partie qui écoute. Mhm. Comment tu fais ça, cette dissociation-là? Mhm. Ben, sur le coup, je pense pas que je le fais nécessairement consciemment. Tu sais, c'est logique quand t'en parles là. Oui. Mais tu sais, il y a une volonté de faire poser certaines actions, de concentrer son attention. Mais des fois, c'est vrai que je vais me parler à moi-même. C'est surtout quand Mhm. on a des techniques en hypnose, c'est tous les gens qui nous accompagnent, qui ont déjà suivi des formations en hypnose. Tu sais, quand je donne des formations, je leur dis tout ce qu'on voit pour accompagner quelqu'un, on peut l'utiliser pour s'accompagner soi-même, Ah, parce qu'on a oui. nous autres aussi un cerveau. Puis on a Mhm. aussi nos propres raccourcis ou automatismes ou des choses comme ça. Fait en les connaissant, on peut les utiliser. Donc, ouais, c'est ça, il y a vraiment cette notion-là de, de, de se guider vers utiliser cet outil-là pour ouvrir cette communication-là avec cette partie-là. Puis il y a moi qui pense, puis il y a moi qui reçois. Ouais. Ce qui Qui est Mhm. peut tout. aider dans certaines auto-hypnoses, c'est de changer la voix qui nous parle. Alors moi, je me suis amusée à changer de voix hypnotique, c'est-à-dire que c'est quand même ma pensée qui me guide, mais je l'entends sous la forme de la voix de quelqu'un de spécifique qui correspond à l'état que je recherche.
On pourrait imaginer se laisser guider par Anthony Robbins pour aller chercher une grosse dose de courage, d'enthousiasme, de dynamisme. On pourrait imaginer écouter une voix très, très relaxante si on veut s'endormir plus facilement. D'ailleurs, tu sais, quand on pense à s'endormir, tu sais, quand on est tout petit, on écoutait des histoires. Donc, quelque part, ça peut aussi prendre cette forme-là, une espèce de manière de se laisser aller au son d'une voix qui nous raconterait quelque chose d'intérieur, qui n'est pas nécessairement extériorisé, et qui peut même nous surprendre. Et il y a des fois des voix qui nous touchent plus. Et c'est assez facile d'imaginer ce que cette personne-là pourrait nous raconter pour nous faire du bien quand on a déjà en tête l'état dans lequel on veut se retrouver. D'ailleurs, les sportifs, ils vont avoir des fois leur coach qui leur parle mentalement, donc ils sont carrément en train de se faire une petite séance d'auto-hypnose avec des paroles qui sont des fois préprogrammées, qui peuvent très, très bien être les paroles d'un coach qui les booste ou leur donne un peu plus de confiance en eux ou qui prononcent des mots-clés qui ont tendance à déclencher les bons comportements en compétition. Mhm. Il ne faut pas oublier qu'en préparation mentale, il y a tout un volet de visualisation qui a été développé à travers le temps et qui est pratiqué sous la forme de l'auto-hypnose, mais qui est souvent appelée visualisation juste pour moins faire peur, là, on va se le dire. C'est juste une question d'utilisation des termes. Mais dans ces domaines-là, il y a eu beaucoup de recherches faites sur l'efficacité de la visualisation, sur l'entraînement sportif et sur le sentiment d'être en contrôle ou être en maîtrise de soi. Ça va très, très loin, hein, jusqu'à des études sur la guérison d'une blessure, comment ça aide le système à guérir plus vite, comment ça aide à patienter plus quand on ne peut pas être en match, mais qu'on a besoin de vraiment concentrer toute notre énergie sur la guérison. Comment visualiser le mouvement d'un muscle, par exemple, peut favoriser le fait de le refaire mieux. Moi, je suis plus dans le domaine de la musique, mais quand on imagine un geste très précis, c'est vraiment en train de configurer des habitudes neuromusculaires, là. Donc, tu sais, il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de manières de faire de l'auto-hypnose, mais on peut aussi se parler et on peut aussi se suggérer des images ou des vidéos intérieures par rapport à des choses qui peuvent nous aider à vraiment configurer des automatismes ou des manières de faire. Mhm. Mhm. Mm. Et ça, c'est prouvé par la science, hein, que le fait d'imaginer faire certains mouvements active les mêmes circuits neuronaux que quand on les fait vraiment. Donc ça, c'est de manière générale, et ça, c'est le pouvoir de la visualisation, c'est que s'imaginer les choses active, pas à 100%, mais à 90% les mêmes circuits neuronaux que ceux qui sont activés quand on fait les choses vraiment. Donc ça, Vraiment. on l'a vérifié avec l'imagerie par résonance magnétique notamment. Ça a été vérifié, donc c'est extrêmement puissant en fait de se faire ces visualisations-là. Mm. Mm. Mhm. Tu parles de la préparation mentale, mais il y a plein d'autres domaines de la vie où on peut utiliser l'auto-hypnose au quotidien, non? Maëlys, Francis, vous avez des suggestions, des pistes à donner aux gens qui sont là? Oui, ben oui. Et pour faire du coup justement avec ce qu'a dit Anne-Hélène, des fois avec les voix qui nous parlent, qui vont être différentes, une des techniques que je préfère en auto-hypnose, ben pas forcément que je préfère, mais que j'utilise le plus en auto-hypnose, c'est la modélisation. Donc se mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui fait déjà ce que j'ai envie de faire et d'accomplir, pour l'instant, je pense pas forcément que je peux réussir, mais en me mettant dans la peau de cette personne-là, en ressentant ce que la personne peut ressentir, en pensant comme la personne peut penser aussi avec les croyances, avec les comportements que cette personne fait. Ça me permet vraiment de me mettre en état de faire des choses qui vont me challenger. Je suis quelqu'un qui me challenge beaucoup dans la vie, donc je fais beaucoup de choses qui sont nouvelles pour moi. Fait que c'est une technique qui est, je trouve, très utile dans le côté de me préparer à faire quelque chose de nouveau pour lesquels, pour l'instant, je connais pas exactement comment ça va se passer, mais je connais des personnes qui ont déjà fait ça et je peux voir des Mhm. personnes qui ont déjà telle ou telle astuce ou trait de personnalité que j'apprécie dans ce cadre-là. Donc, de pouvoir comme vraiment incarner cette personne-là avant de faire cette activité, ça permet vraiment de rentrer avec plus de confiance puis de facilité dans des nouvelles zones inconnues pour l'instant Mhm. dans ces choses-là. Ou des fois, juste nous, tu sais, imaginez la version de nous qu'on veut être dans telle situation.
puis d'incarner cette version-là, c'est intéressant aussi. Oh, puis ça, je m'en sers vraiment très souvent, fait que je trouve que c'est très utile comme technique à se servir dans n'importe quoi, en fait, dès qu'on a envie d'avoir des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut penser actuellement à ce moment-là. Là. Mm. D'ailleurs, c'est pas nécessairement passif, hein, tu sais, quand tu parles de ça, Maëlys, je sais pas comment toi tu le fais, mais il y a beaucoup d'auto-hypnose qui peuvent être dans l'action. Euh, donc, tu sais, quand tu dis je modélise quelqu'un, ben, des fois, ça veut dire bouger comme la personne, des fois, ça veut dire se déplacer dans notre environnement, faire des gestes, concrètement s'imaginer parler. C'est pas nécessairement toujours être couché puis être relax, faire de l'auto-hypnose. Des fois, les gens, ils pensent que c'est ça. Mais tu sais, ces jours-ci, je prépare un spectacle qui va être vendredi. Puis j'ai passé un temps l'autre soir, il y avait une lumière un peu particulière qui éclairait juste ma main. Puis je jouais devant une vitre qui reflétait un peu la lumière sur ma main. Puis j'étais complètement en transe, en train de regarder le mouvement de ma main qui faisait que je me concentrais autrement sur ma musique, sur la fluidité du geste, sur le fait que la musique pouvait sortir d'une manière brillante, un peu comme la lumière était sur ma main. Puis j'ai passé comme ça peut-être 45 minutes à jouer en ayant un focus qui était très, très précis sur le fait que la musique. Ce geste-là, sur la main, sur les reflets lumineux. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais l'auto-hypnose, il faut se déposer, il faut s'asseoir, il faut prendre vraiment du temps. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a des manières de faire ça qui sont assez actives et puis qui peuvent se coller à l'activité qu'on est en train de faire. Comme si on superposait, en fait, un élément d'imagination par-dessus un élément réel qui était là. Donc, on pourrait dire que l'auto-hypnose, c'est justement une autorisation qu'on se donne de mélanger quelque chose de plus créatif, de plus imaginatif à quelque chose qui est concret ou qui est là. Puis de voir comment ces deux éléments-là peuvent se marier puis construire un chemin optimal pour nous. Là. Ouais, d'incarner un nouvel état, là. C'est vraiment justement de l'incarner en soi. Là. Dans le corps. Ouais. Ouais. Et qui a cette caractéristique que le mental est un petit peu moins présent. Je veux dire, aussi, la partie critique qui ne croit pas trop à cet état-là, on la met comme en veille un petit peu. Hein. C'est souvent ça, quand on parle d'hypnose ou d'auto-hypnose, c'est un peu faire taire un peu le rationnel ou le mental. C'est ça qui permet le changement, finalement. Ouais. Ben, déjà, pour plusieurs personnes, peut-être que c'est pas clair, tu sais, quand on parle du conscient ou du mental. Mais tu sais, pour moi, le mental, c'est un peu comme le porte-parole, tu sais, qui fait le lien entre ce qui se passe à l'intérieur puis l'extérieur. Ce serait une manière un peu imagée de le voir. Fait que dans le fond, dans une compagnie, le porte-parole, c'est lui qui tu sais, il va parler à l'extérieur de la compagnie, il va passer le message, puis il va recevoir des choses, puis il va pouvoir amener aux gens qui dirigent ou qui travaillent dans l'entreprise. Mais pour moi, s'il y a un peu ce conscient-là, il nous permet de regarder, d'interagir avec l'extérieur, mais c'est pas lui qui fait grand-chose au niveau de la prise de décision, au niveau de mettre les choses en place dans le corps. Donc, pour moi, en auto-hypnose, c'est aussi quand il y a quelque chose que je sais que mon cerveau est capable de faire, mais que mentalement, je suis pas capable de faire, je me dis que le fait de juste le vouloir mentalement, ce ne sera pas suffisant. Si, par exemple, je donne un exemple, tu sais, déjà, on a l'exemple de s'endormir. Mentalement, je ne sais pas comment je fais pour m'endormir. Si je le demande à n'importe qui ici ou les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'on fait, si on serait capable de décrire qu'est-ce qui fait entre un état d'éveil et un état je suis en train de dormir, qu'est-ce qui se passe dans le corps, puis comment je le fais pour le mettre, mentalement, consciemment, je ne sais pas comment le faire. Il y a des stratégies qui aident, c'est de la respiration, se détendre, des trucs comme ça, mais c'est des stratégies qui aident, mais on ne sait pas exactement comment ça se fait. Fait que dans ces cas-là, je me dis que de passer le message à mon corps, je veux m'endormir, dans un langage qu'il peut comprendre par rapport aux sensations, en imaginant, en ressentant, ben ça va être une manière, dans le fond, d'avoir un impact sur quelque chose que mon cerveau sait déjà comment faire. Donc, c'est de le guider à dire c'est vers là qu'on veut aller, plutôt que d'essayer de le faire consciemment, plutôt que d'y penser puis de forcer. Je vais dire, OK, je vais guider des ressentis, je vais guider mon état pour que mon cerveau ait l'espace pour faire ce que je lui propose. Fait que il y a vraiment cette notion-là. Moi, quand est-ce que je vais faire de l'auto-hypnose ou quand est-ce que je vais plus essayer de trouver mentalement la stratégie ou faire des efforts pour le faire? Je vais me dire, est-ce que je le fais plus consciemment? Est-ce que je suis capable de savoir c'est quoi les étapes puis le faire? Ou est-ce que je ne sais pas vraiment comment mon corps le fait? Puis c'est peut-être mieux de
créer un climat propice et donner une direction plutôt que d'essayer de le faire moi-même. Fait que moi, c'est Puis, vraiment comme la différence entre est-ce que j'ai besoin de me détendre puis de prendre un temps d'arrêt au niveau mental, ben, je vais peut-être plus faire de la méditation. Si, mettons, je veux faire une recette de cuisine, je vais regarder la recette puis je vais faire les actions, je sais comment faire. Mais si je veux ressentir plus de confiance dans une situation qui s'en vient, je ne sais pas mentalement comment faire ça. Mais je sais que mon cerveau est capable de le faire parce qu'il y a plein de fois dans ma vie où est-ce que je me suis senti confiant. Donc, c'est là que je vais dire, je vais peut-être plus guider et utiliser l'auto-hypnose pour le faire. Fait que moi, ça me donne un peu comme un barème de où est-ce que ça peut être utile d'utiliser ça. Je sais pas si ça parle à d'autres Mhm. personnes. ouais, Francis, j'ai envie de rebondir un peu là-dessus, plus techniquement, Mhm. en parlant de la boucle de satisfaction. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu guides, mettons, tu veux être plus détendu, puis que là, tu envoies à ton corps, à ton système, l'intention de favoriser le fait de devenir plus détendu, puis que ça vient peut-être avec des symboles, avec des images, des fois avec une musique que tu aimes, des fois, c'est juste d'imaginer ton propre corps qui se détend devant toi, comme ça, ton corps, comme un effet miroir, va se détendre au même rythme. Ça, c'est quand même assez simple à faire. L'idée, c'est de pouvoir féliciter le système à chaque fois que ça fonctionne bien. Donc, déjà, de remarquer, par exemple, ah, je remarque, là, je viens d'imaginer, par exemple, un paysage et mes épaules se détendent. Waouh, c'est super quand mes épaules se détendent. Puis de vraiment remarquer que c'est en train de se passer, puis quelque part féliciter notre système pour ce qui est en train de se passer. Et là, ça crée un effet boule de neige. C'est-à-dire que là, le corps se dit, ouais, j'ai réussi à produire un premier effet, les épaules se sont relâchées, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Et là, dans la proposition avec l'intention, ça pourrait être de dire, tiens, quelqu'un qui serait détendu respirerait beaucoup plus profondément. Et là, la respiration se met à être plus ample. Mais là, c'est important de se dire intérieurement, waouh, super, regarde, je viens de prendre une grande respiration, c'est déjà en train de fonctionner, c'est déjà en train de commencer. Donc, ces boucles-là, qui sont assez simples, font en sorte que ça devient un genre de cercle vertueux et que, ben, par un effet d'entraînement, on peut enchaîner de plus en plus d'effets complexes. Hein. Au début, des fois, on se dit, ouais, mais là, tu sais, il y en a qui sont super bons, ils sont capables de s'endormir en moins de 2 minutes. Ben, avant de se rendre à cet exploit-là, ben, il y a des micro-étapes. Juste réussir à se déposer, puis à faire taire un peu les petites voix, puis à être plus calme, ben, ça s'entraîne. Et ça peut prendre comme ça des chemins qui s'entretiennent avec des boucles. Puis au fur et à mesure que des boucles sont plus familières, ben, on peut faire des raccourcis. Je me rappelle de Kevin Finel, directeur de l'Arche, qui disait, moi, je suis assez kinesthésique finalement, puis j'ai tendance à me rappeler de mon état de bien-être et de le rechercher directement dans mon corps par les sensations et de tout simplement dire, oui, c'est ça, c'est dans la bonne direction, exact, encore plus, juste encore plus de la même chose, jusqu'à temps d'y être vraiment installé. Donc, il se fait des raccourcis à force de faire de l'entraînement à l'auto-hypnose. Puis des fois, les gens ils sont un peu impressionnés quand on dit, tiens, je vais vous en faire une devant vous, ça va me prendre 30 secondes, je vais être en transe, puis vous allez pouvoir observer les signes de transe. Ils disent, waouh, attends, ça va te prendre aussi peu de temps. Ben oui, à force d'entraînement, ça peut prendre vraiment très, très peu de temps. Mais il faut savoir que derrière ça, il y avait toute cette séquence de boucles qui a favorisé ces chemins-là qui deviennent des automatismes après. Ouais. Et même si je fais du pouce, je pense qu'un élément très important dans ce que tu es en train de dire, souvent quand on veut quelque chose, on est dans le je veux. Puis, à un moment donné, on a besoin de passer à je suis en train de le vivre et j'observe comment ça se passe. Fait que plutôt qu'être dans juste la volonté d'être, par exemple, plus détendu, puis de rester dans cet état-là de je veux, mais dire non, mais c'est quoi qui est déjà en train de se passer? C'est comme si, plutôt que de juste regarder qu'est-ce qu'on veut, on est déjà en train de faire des pas vers là. Fait qu'on peut faire consciemment des pas, j'imagine quelque chose, ou tu sais, je me pose la question comment je vais me sentir quand je vais être plus détendu. Puis quand c'est quelque chose que le corps va faire plus facilement par lui-même, ben là, on va pouvoir justement, comme tu dis, en prendre conscience. Fait que soit se féliciter ou tu sais, ce qu'on appelle des fois ratifier. Donc, je perçois que je suis déjà en train de le mettre en place. Mm -mm. Fait que là, on est vraiment, on est dans le processus, on est dans les étapes graduellement, on y va, plutôt qu'être encore en train d'être sur le pas de la porte en se disant, je veux ce qu'il y a de l'autre part. Mm. Non, non. Dans l'auto-hypnose, il y a le vivre.
pas juste y penser, mais être en train de le ressentir, de l'imaginer, de le voir, de l'entendre. Fait que tout ça, ça se fait. Plus on le vit, plus on est impliqué dans le processus, puis c'est vivant à l'intérieur de nous, plus ça va avoir d'impact. Puis ce qui est le fun aussi en auto-hypnose, c'est que plus on rentre en transe, plus on devient connecté aux sensations. Fait que plus ce qu'on voit, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, on est encore plus impliqué. Fait que c'est un effet, c'est un cercle virtueux, comme tu dis. Des fois, au début, on a juste des petits fils sur quoi tirer. On commence à l'imaginer, on a une idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Puis au fur et à mesure qu'on rentre dans l'expérience, ça nous donne accès à tout plein de ressentis, tout plein le monde imaginaire s'active. Et puis là, c'est encore plus facile de ressentir et de vivre ce qu'on veut. Puis une fois qu'on est déjà en train de le vivre, ben, on est dedans. Fait qu'on revient, quand on revient dans notre vie normale, entre parenthèses, ben, on revient avec la sensation. On revient avec l'état qu'on installe. Mm-mm. Mhm. C'est une technique que j'aime beaucoup d'ailleurs pour le sommeil, mais ça peut être pour n'importe quel état en général, c'est de voir dans mon corps quelle partie de mon corps est déjà endormie. Puis je vais vraiment m'inspirer de justement ratifier, donc observer quelle partie de mon corps est déjà endormie, puis c'est quoi les sensations de l'endormissement à ce moment-là, puis comment, de façon inconsciente, là, sans vouloir justement, juste mettre l'intention que cette partie-là de mon corps puisse contaminer un petit peu, s'expandre de plus en plus dans le reste de mon corps jusqu'à s'endormir. Fait que ça peut marcher avec le sommeil, ça peut marcher avec n'importe quoi, quelle partie de mon corps est joyeuse, quelle partie de mon corps est concentrée, quelle partie... Donc, il y a plein d'états qu'on peut aller chercher comme ça en justement se disant, OK, il y a déjà une partie de mon corps qui a déjà cette sensation-là, fait que je vais juste chercher c'est où, puis me laisser inspirer jusqu'à ce que cette sensation-là se déploie dans mon corps en entier. Là. Fait qu'on est dans des phénomènes de boucle d'amplification à Ouais, ce c'est ça. moment-là. Et c'est probablement ce qui est le plus simple à faire pour commencer. Mhm. Hmm. Là, tu parles des choses à l'intérieur. Moi, j'aurais envie de vous amener aujourd'hui dans un territoire qu'on explore quand même des fois un peu moins, qui est la contemplation. Alors, il y a Vitos qui proposait des activités de développement personnel il y a quelques années. C'est pas très récent. Mais lui partait du principe que chaque chose qui nous entoure peut avoir des cadeaux à nous apporter si on y porte seulement vraiment attention. Et tu sais, les choses qui nous entourent sont, quand on est un peu pressé, plutôt utilitaires, mais quand on prend vraiment le temps, on peut se dire qu'elles peuvent revêtir un côté plus symbolique ou même plus significatif, comme si c'était des indices dans notre quête quotidienne, notre quête de développement, notre quête d'inspiration. Et je me rappelle d'un jour avoir été dans un parc où il y avait des tulipes fraîchement toutes ouvertes, là, puis de regarder toutes ces tulipes-là et de partir sur un grand délire autour des tulipes et me raconter une grande histoire. Chose que je pouvais faire parce que j'avais le temps et que j'ai pris le temps d'entrer dans un état de contemplation. Et quand on est dans un état de contemplation, on quitte vraiment nos sensations intérieures pour fusionner avec ce qui est à l'extérieur. On est en train de vraiment d'interagir puis de se laisser emporter par l'univers, par exemple là, de la tulipe ou du parc ou de l'ambiance en forêt. Fait que là, je sais que Francis puis Maëlys aiment beaucoup les randonnées dans la nature. Fait que j'aurais envie aussi de vous entendre sur ce côté-là. Quel aspect d'auto-hypnose, d'après vous, est plus relié à la contemplation? Parce qu'on peut marcher en forêt en étant complètement distrait ou en étant absorbé dans nos tracas, nos préoccupations, puis en regardant même pas les oiseaux, là. Je suis sûre que ça vous est même déjà arrivé. Mais comment vous faites quand vous vous promenez dans la nature pour vraiment être connecté à la nature? Ben, il y a un état, il y a un état d'esprit, c'est sûr. S'il y a un état de curiosité, d'ouverture, déjà, ça va être là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est quand même très intéressant comment tu dis ça, parce que d'être dans nos pensées, c'est déjà être dans une certaine transe, parce qu'on est coupé de la réalité. Mhm. On n'est pas, tu sais, quand on y pense, mettons qu'on est dans un sentier, puis qu'on est en train de marcher, puis qu'il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des fougères, il y a tout plein de choses. Ça, c'est la réalité, en fait. La température qu'on peut ressentir, s'il y a des mouvements, s'il y a des choses, ça en tant que tel, tu sais, quand on se dit c'est quoi qui est imaginaire, c'est quoi qui est réel, ben, ça, c'est la réalité. Si on la voit pas, ben, c'est un signe qu'on est en transe, mais on n'est pas toujours dans une transe, on n'est pas toujours dans un état
modifier de conscience où, par exemple, si on ne perçoit pas qu'il y a des oiseaux, qu'il y a le vent dans les feuilles, qu'il y a la luminosité, si on ne la perçoit pas, alors que c'est la réalité, ben c'est parce qu'on est ailleurs. Mhm. Après ça, ce ailleurs-là, est-ce qu'il est aidant? Parce que des fois, on est dans notre propre monde intérieur, puis on est dans des boucles, puis des pensées. Puis si on s'arrête pendant un instant, est-ce que ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de ressentir, est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça m'amène vers quelque chose qui me fait du bien, tu sais? Puis des fois, la réponse c'est non. Ben, dans ce temps-là, ben, on va dire, OK, on peut peut-être le rediriger. Fait que là, à ce moment-là, de porter notre attention sur la réalité, sur qu'est-ce qui se passe vraiment autour de nous, ce que nos sens sont capables de capter, ben déjà, ça nous amène dans un état différent. Puis ça peut nous aider à rediriger aussi. Une fois, tu sais, c'est comme si une fois je suis dans ma bulle, dans mes pensées, dans mon monde, puis que je tourne en rond, puis qu'il y a quelque chose qui me tracasse, puis je le vois toujours de la même manière, mais peut-être que de sortir de ça pendant un instant, d'être conscient de ce qui est dans la réalité, puis de le regarder de l'extérieur, c'est un peu, déjà on est dans notre monde imaginaire, mais différemment. C'est un peu, je fais le parallèle avec ce que tu disais, on prend de la réalité, ou comment on l'aperçoit, puis on vient mettre notre imaginaire, comment on le ressent ou comment on veut que ça se passe. Puis là, ils viennent se connecter ensemble, puis ça crée quelque chose de nouveau. Fait que je pense que ce va-et-vient-là, entre la réalité vraiment, ce qui est observable autour de nous, puis ce qu'on imagine, ben, il y a ça aussi là, qui touche à l'auto-hypnose. Dire, est-ce que ce que j'imagine est au service de ce que je veux vivre ou comment je veux le vivre? Et Puis tu là, une fois disais, qu'on... Anne-Hélène, que ça a commencé très tôt chez toi, là, à l'âge de 8 ans, puis tu sais, ce sur quoi tu nous amènes avec le contemplatif, ben moi, ça me fait penser quand j'étais enfant, on allait beaucoup, beaucoup en forêt avec mes parents quand j'habitais en Europe encore, dans des forêts de sapins, etc. Puis juste l'odeur, juste le fait de sentir la mousse sous les pas et de concentrer son attention sur ça, finalement. Tu sais, on ne peut pas concentrer notre attention sur 36 000 choses en même temps. Donc forcément, de concentrer ton attention sur ces éléments-là, moi, je me rappelle qu'étant enfant, ça amenait chez moi, comme chez toi, ce que tu as décrit, des élans créatifs, des histoires qui se créaient dans ma tête par rapport à tout ce monde-là. Puis moi, je suis germanique d'origine, donc c'est beaucoup dans les forêts des histoires de sorcières et de lutins et d'elfes, etc. Et en fait, juste en me promenant en forêt, je plongeais dans ces histoires-là. Et aujourd'hui encore, quand je me retrouve dans une forêt qui a les mêmes caractéristiques, donc des forêts de sapins très humides, très mousseuses comme ça, juste l'odeur me, me ramène dans cet état de créativité qui est un état de transe hypnotique en fait, en quelque sorte, parce que je suis plus du tout en train de penser à ma comptabilité ou à des trucs comme ça. Je suis ailleurs, je suis dans un autre monde mais à partir d'éléments qui sont complètement réels, qui sont présents, la mousse sous mes pieds, l'odeur du sapin, etc. Donc ça, c'est des états, finalement, c'est des états d'auto-hypnose. Il y a même une ancienne définition de l'hypnose qui est concentration. Ça aurait dû s'appeler Mhm. concentration. Dès lors qu'on joue avec sa concentration, c'est-à-dire que si elle est prisonnière à l'intérieur, puis qu'on la fait sortir vers l'extérieur, alors on vient de changer d'état. Et si on fait l'inverse, c'était prisonnier à l'extérieur et on l'emmène vers l'intérieur, alors là, on vient de changer d'état. Si on s'amuse à faire des bascules, par exemple, 2 minutes en dedans, 2 minutes à l'extérieur, on est en train de jouer avec son état de concentration. On peut aussi jouer avec la largeur du focus. Il y a des gens qui ont un focus naturellement plus diffus, c'est-à-dire que quand ils sont en forêt, ils sont avec toute la forêt en même temps. Ils sont à la fois le vent, l'humidité, les arbres et tout ça. C'est un focus diffus. Et il y en a qui focusent sur le sentier. Donc, eux, ils voient la forme du sentier, jusqu'où il va, le petit arbre au bout, le pic de la montagne qui dépasse. Donc, quelqu'un qui a ce focus étroit-là, dès lors qu'il s'amuse à élargir son focus, ça l'amène dans une forme de transe. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, peut-être que dans le fond, la clé est d'abord la concentration. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlys? Toi, quand tu es en forêt, c'est comment? Tout ce que tu viens de raconter, en fait, c'est ça, moi, qui m'amène dans l'état de transe en forêt et de sentiment de connexion. C'est quand j'y vais avec un moment d'émerveillement. Justement, j'ai tendance à avoir un focus plus dirigé dans ma vie. Puis en nature, je prends le temps de voir vraiment large. Moi, je fais vraiment des bascules, justement, de extérieur à intérieur. Donc, si je perçois un petit écureuil, des petits bruits, je vais l'observer. Puis après, j'étais comme, OK,
qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi de voir ça, les odeurs. Écoute, quand Nicolas t'as parlé des odeurs, moi ça me transporte directement. Là, l'odeur de sapin, c'est une odeur qui se transporte. Fait que c'est vraiment les notions, Anne-Hélène, que tu as expliquées de intérieur-extérieur, de focus qui changent. Mais c'est déjà dans quel état moi je me mets pour savourer tout ça. Parce que comme tu dis, je pourrais très bien marcher aussi, puis être, tu sais, ça m'arrive aussi d'aller direct. Donc, d'être déjà dans un état d'ouverture aussi et de curiosité de ce que ça peut m'apporter, ça aide beaucoup à pouvoir avoir ce focus-là après que je choisis une façon de voir les choses que je vais choisir en fait volontairement pour accueillir les choses qui vont se passer plus involontairement et inconsciemment à ce moment-là. Mhm. Il y a une question qui me vient peut-être pour tout le monde. Quand tu parlais de concentration ou d'attention, est-ce que ça se peut que la concentration puis l'attention, c'est ce qui guide notre expérience? Tu sais, dans le Puisque, fond, ouais, puisque l'attention, quand elle se place quelque part, a tendance à augmenter notre lien avec ce sur quoi on a porté notre attention, Mhm. alors ben, notre état est directement relié à là où notre attention est placée. mhm. Fait Et que là, Je tu c'est pense dis, que je c'est peux. pour essentiel. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'en auto-hypnose, quand on a un objectif, on met une intention sur quelque chose, fait qu'on focus notre attention sur quelque chose de précis aussi. Puis c'est peut-être pour ça que c'est plus facile aussi d'atteindre cet état-là. Je pense qu'il y a un petit lien entre l'intention et l'attention aussi, là. Hmm. Ouais, parce qu'on peut donner l'exemple, tu sais, des fois, des gens qui ressentent du stress, puis qui voudraient être plus détendus ou plus relax ou plus en paix, bien souvent, l'attention est sur le stress. Mhm. C'est sans faire exprès, on est en train si on n'est pas en train de l'amplifier, en tout cas, on est en train de le conserver. Parce que si on se dit pourquoi je suis tendu là, je sais pas, pourquoi je pense à ça, tu sais, on est comme notre attention est sur ce qu'on aimerait moins avoir souvent. C'est quand on se concentre sur quelque chose qui nous dérange, puis qu'on met de l'énergie à y penser, euh, dans des contextes, ça peut être utile, mais dans beaucoup de contextes, en fait, on maintient cet état-là. Puis ce que je trouve qui est beau avec l'auto-hypnose, c'est qu'on va utiliser certaines techniques pour dire, OK, si moi, je vais prendre un temps pour guider mon attention, et après ça, on va pouvoir aller vers quelque chose. Fait que si dans ce contexte-là, dans le fond, si c'est du stress que je ressens, je vais dire, OK, c'est ça pour l'instant. Maintenant, je vais utiliser une technique d'induction pour amener mon attention à être plus focus. Et puis après ça, je vais le rediriger sur peut-être le bien-être ou le calme ou la détente que je veux ressentir. Et quand mon attention est vraiment, c'est sur ça que je porte mon attention, c'est ça que j'imagine que je ressens, ben, à un moment donné, c'est comme si on va, un peu de l'osmose, là, on va s'imprégner de ça, puis c'est ça qui va prendre la Mhm. place. Je sais pas si j'ai l'impression que ça démontre un peu les étapes, c'est sortir de où est-ce qu'on est qui nous dérange ou qui ne nous convient pas, amener un état de focalisation, d'attention ou de concentration pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux, puis que ça prenne la place. Ben, moi, j'aurais envie d'ajouter, Francis, un point qui est soulevé par Zeg très souvent, qui est l'attention aux détails. C'est-à-dire qu'on va s'immerger dans un nombre de détails inhabituels pour favoriser vraiment un contact et une concentration plus fine et avoir cette sensation d'immersion. Donc, j'ai envie de dire, souvent, les gens qui se disent, ouais, ça marche pas trop pour moi, l'auto-hypnose, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller assez loin dans l'immersion dans les détails. Donc, tu sais, tantôt, on parlait, par exemple, je ne sais pas, de la tulipe, là. Ben, si on regarde la tulipe très sommairement, rapidement, juste 10 secondes, ça ne sera pas significatif. Tu sais, ça sera pas significatif comme état encore, parce qu'il manque beaucoup de dimensions encore. Par ailleurs, si dans ce focus-là, il y a vraiment toute la couleur qui est décodée, s'il y a les reflets lumineux qui sont observés, s'il y a l'idée d'un genre de dialogue qui s'installe entre la tulipe et soi, et qu'il y a un questionnement par rapport à qu'est-ce que j'aime dans cette tulipe-là par rapport aux autres tulipes, parce que là, les autres, il y en a peut-être 50. Ben, qu'est-ce qui se distingue, tu sais, chez cette tulipe-là? Peut-être être un peu plus haute, peut-être elle se balance un peu plus. Puis juste le fait de s'immerger comme ça dans chaque dimension, ça permet de faire progresser l'état de plus en plus. Et on ne va pas être sensible nécessairement toujours aux mêmes paramètres. Là, je parlais plus de paramètres visuels, mais on pourrait s'attarder aussi à la texture si on pouvait y toucher. Entendre le vent, c'est quoi l'ambiance autour, ça serait quoi sa voix si elle pouvait chanter, puis rajouter toutes sortes d'autres paramètres comme ça. Mais
c'est toujours l'idée de s'immerger de plus en plus dans les détails pour laisser se sculpter l'expérience, puis se façonner l'expérience. Ouais, pour faciliter la compréhension de ceux qui nous écoutent, peut-être, et pour qui c'est un sujet nouveau, ben, ce sentiment d'immersion, tout le monde l'a vécu déjà en se plongeant dans un roman. Tu vois, tu es dans un roman, l'auteur décrit plein de détails d'une scène, etc. Puis on est complètement immergé. On la voit, la scène, dans notre tête. Bien qu'on lise des mots, on la voit, puis on ressent des émotions. Tu sais, on est immergé par l'apport de détails. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on peut faire pour soi-même, en fait, de se raconter cette histoire de la tulipe dans les moindres détails Mm. pour créer cette immersion. Mais c'est quelque chose qu'on vit quand on est complètement dans un film ou dans un livre. En fait, on est en état on est en état de transe hypnotique quand on est dans ces états-là quelque part. Mm. Pour ça qu'on met Ouais. des pubs au milieu des films comme ça, parce que En plus. la critique est un petit peu... Ouais. Ouais, on est dans un état d'absorption, d'imaginaire. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on pourrait appeler une transe hypnotique. Il y a un peu il y Mhm. a, il y a un débat par rapport à ça de est-ce que tout est de l'hypnose parce qu'on est toujours des fois très focalisé puis absorbé, puis des fois on est très sorti. On change notre état de conscience en permanence. Euh, je pense que pour dire que c'est une expérience hypnotique, il y a peut-être des éléments qui a en plus que d'être dans une transe, donc d'être dans un état modifié de conscience. Ben, Euh, c'est de voir si mais- c'est inhabituel par rapport à nos réflexes quotidiens, parce que en fait, on va sentir la différence d'état de conscience parce qu'il y a soit de l'évasion dans quelque chose d'autre, ou de la surprise, ou de l'étonnement. Tu sais, si on est, euh, par exemple, beaucoup dans notre tête, puis que là, tout d'un coup, on est beaucoup dans notre corps, alors on va le ressentir plus comme une transe hypnotique. Mais quelqu'un qui est dans son corps, puis qui n'est pas beaucoup dans sa tête, le fait de monter plus, puis d'avoir une genre de clarté intérieure, puis de jouer avec les idées, bien, pour cette personne-là, ça va être plus de la transe hypnotique. Donc, bon, dans le débat, il y a ceux qui disent que c'est l'inhabituel, c'est de sortir de ces zones connues qui définissent un peu ce que ça pourrait être l'hypnose. Mais bon, on pourrait aussi aller dans ces... Ça dépend des fréquences, des ondes cérébrales. Ça ressemble à cette période-là, juste avant de s'endormir ou juste au réveil, où on est dans un entre-deux, où là, franchement, tout le paysage des neurotransmetteurs est assez différent. Ouais. Donc, bon, on pourrait ouvrir le débat là-dessus, mais c'est peut-être Qu'on appelle d'ailleurs libérateur de l'état se dire que hypnagogique. Hein. c'est les deux. C'est intéressant d'explorer les deux, en tout cas. Mhm. Mhm. Qu'on ouais. appelle l'état hypnagogique juste avant de s'endormir. Oui, Donc, tu sais, il y a exact. euh, la même racine. Bah, la racine du mot hypnose, c'est le sommeil, hein, à la base, la racine étymologique. Mais Mhm. on en sait plus maintenant pour savoir que c'est pas un état d'endormissement, c'est autre chose. Mais qui comporte quand même certains avantages de ce qui se passe dans le sommeil, comme une grande association d'idées possibles, beaucoup plus de créativité, un relâchement au niveau de l'inhibition, donc un accès plus facile à ce qui est naturel ou spontané, y compris les émotions qui ont peut-être besoin des fois de s'exprimer ou de se déverser. Tu sais. C'est des bons moments Mhm. des fois où on se libère, où on se laisse tranquille. Ça peut être ça aussi. Ouais. Il peut Ouais, y mais il y avoir a des quelque chose. différences. Excuse-moi, vas-y, Francis. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est d'être opportuniste sur les trans que je vis. Tu sais, comme on a déjà, Anne-Hélène, tu nous parlais par rapport à la fleur, puis tout ça, puis déjà, quand tu le nommais, moi, j'ai commencé à rentrer en transe parce que je commençais à l'imaginer, je voyais des détails comme ça. Parce que tu allais dans les détails, ça m'a permis d'y aller. Nicolas aussi, quand tu parlais d'être absorbé dans un livre, mais les moments où est-ce que justement on perçoit qu'on fonctionne différemment, ou que ce soit on est en sentier, en train de profiter de la nature, puis c'est comme, oh, j'étais comme connecté différemment. Ben, je me dis, oh, mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Peut-être que ça pourrait être intéressant que je passe une intention. Peut-être que je pourrais utiliser cet état-là que je suis en train de vivre où je sais que mon esprit est plus, va faire des connexions plus facilement, va être plus flexible, va être plus ouvert, va me permettre de percevoir les choses différemment. Fait que j'aime ça, utiliser ça, plutôt que de dire je fais une séance d'auto-hypnose, de dire hey, je suis déjà en transe, pourquoi pas l'utiliser, rester dans cet état-là. Fait que, par exemple, des fois, je me rends compte que je suis dans la Lune, puis la Lune, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une espèce de dégagement mental.
qui est en train de se passer. Hein. Nos pensées ne fonctionnent pas de la même manière quand on est dans la Lune. Fait que souvent, quand je prends conscience que je suis dans la Lune, plutôt que de sortir et de dire « Oh, j'étais dans la Lune », je reste dans cet état-là. Puis je me guide peut-être un état où je guide mon imaginaire pour comme utiliser ce qui était déjà là. Fait que, tu sais, un peu le questionnement aujourd'hui, c'était par rapport à comment utiliser l'auto-hypnose, puis quand est-ce qu'on l'utilise. Ben, moi, quand je me rends compte que j'étais dans une transe, dans un état modifié de conscience, ben, souvent, je profite du fait que ça soit déjà là pour guider une intention. Tant qu'à y être, tu sais, on est déjà, j'ai même pas besoin de l'installer, j'ai même pas besoin de faire une induction pour créer de l'hypnose. Elle est déjà là. Mhm. Je sais pas si s'il y a d'autres personnes ici qui font des choses similaires. Ouais, À partir de maintenant, oui. Voilà. Ça donne envie de le faire, du coup. ouais, c'est ça. Je vois la C'est une différence bonne... justement entre les trans spontanés, comme on en a raconté beaucoup, puis l'intention aussi dans l'hypnose, qu'on se met en transe volontairement, puis qu'on a une intention volontaire dans ce qu'on fait. Puis quand on le fait volontairement et qu'on a une intention, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est des mouvements automatiques qui sont justement plus inconscientes. Donc mettons, si je peux prendre l'exemple de si je veux rentrer plus de joie ou plus de concentration en moi, ou peu importe l'intention, je peux dire que plus ça se met en moi, plus il y a la main qui se lève. Puis donc, je vais savoir que inconsciemment il y a quelque chose qui se passe et que ça va comme lâcher, mettons, quand mon inconscient aura décidé que ça sera assez à ce moment-là. Ou que si je ferme les yeux puis que je me mets dans cet état-là, je peux dire, ben, quand mon état sera assez pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, mes yeux vont spontanément s'ouvrir. Donc, il y a aussi des états, quand on veut le faire volontairement, qu'on peut intégrer les gestes plus automatiques. Donc là, ça nous fera une hypnose encore plus dirigée avec des trans qui sont différentes de juste, mettons, une méditation ou des choses comme ça. Donc, on peut avoir une petite Mhm. différence, une petite nuance avec ces choses-là aussi. Oui. Euh, le temps avance, là, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Moi, j'ai envie de vous entendre un petit peu sur la question de bah, est-ce qu'on peut commencer l'auto-hypnose en tout temps, à tous âges? Tu sais, il y a parfois des gens qui me disent ah, mais moi, de toute façon, mon cerveau, tu sais, j'arrive plus à l'entraîner, à faire des nouvelles choses, etc. On sait qu'aujourd'hui, bah, c'est pas vrai, on peut s'entraîner à tout âge, mais puis je vous donnerai un exemple après. Et puis un autre point sur lequel j'aimerais vous entendre aussi, c'est peut-être la gestion de la douleur avec l'auto-hypnose. Comment ça peut être efficace éventuellement pour s'accompagner à réduire des douleurs ou à vivre mieux un état ou à accompagner dans la maladie, des choses comme ça. C'est des questions qu'on a souvent, ça. Qui veut dire un mot là-dessus par rapport, bah, peut-être, est-ce qu'il y a un âge pour faire de l'auto-hypnose où ça marche mieux ou il n'y a pas d'âge pour en faire? Bon, j'ai un très bon exemple, là. Je ne pourrais pas le passer sous silence. Ma mère s'est blessée il y a peut-être 2 ou 3 ans à un pied. Puis c'était une guérison quand même assez longue. Puis je me dis, ah tiens, je lui montre comment faire. Je lui dis, tiens, quand tu vas te reposer, je te propose un protocole qui était utilisé chez les Incas, qui était d'imaginer que le membre en santé, donc l'autre pied, enseigne au pied malade comment se rétablir. Bon, elle est quand même allée chez le podiatre, elle est quand même allée chez le physio, elle a tout fait, elle a les tests médicaux, mais il y avait quand même un moment où il y avait de la guérison, puis un peu de patience. Donc, je lui dis tant qu'à patienter, patiente donc d'une manière constructive. Donc, une fois par jour, elle s'installait dans son lazy boy. Elle est très disciplinée, ma mère. Donc, elle faisait circuler une couleur, je ne sais plus c'était laquelle, qui partait de son pied qui va bien et elle la faisait monter le long de la jambe pour redescendre dans l'autre jambe. Et puis, elle passait beaucoup de temps à imaginer que chaque cellule de son pied blessé, de son pied abîmé, absorbait des éléments de guérison, puis ben, de santé, parce que l'autre pied était correct. Donc, elle se disait, ben, dans la couleur, il y a tous les éléments pour que ce pied-là réapprenne comment redevenir sain. Et après 2, 3 semaines, je ne fais pas trop de suivi avec elle. Là. Je lui montre comment faire, puis elle se concentre là-dessus. Puis elle avait l'air bien motivée. 2, 3 semaines plus tard, elle dit, hey, c'est tellement drôle, mon pied, il lève dans les airs tout seul. Puis plus je le fais, plus ça lève vite, puis plus je le fais, plus c'est vraiment agréable. Puis je sens une espèce de picotement, puis une chaleur dans le pied. Donc, après un mois, en fait, ma mère était rendue la championne de la lévitation du pied. Puis, ben, ma mère, elle a 86 ans maintenant. Donc, si vous vous demandez si c'est trop tard, je ne vois pas pourquoi
ça serait trop tard. Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir un minimum de concentration, un peu d'imagination. Puis bon, elle a franchement beaucoup de discipline. Donc, avec de l'entraînement, on peut aller loin. Mais il y a des trucs très, très simples qu'on peut faire, même quand on est tout petit, quand on est enfant. Là. Je ne sais pas qui a déjà testé des choses avec les enfants parmi vous, mais ça peut être cool aussi. Oui. Mais moi, je veux faire du pouce sur ce que tu dis, Anne-Hélène, parce que, regarde, tu parles de ta maman, je vais parler de ma maman qui a en fait le même âge que le tien. Elle a 86 ans aujourd'hui. Euh, et elle, en fait, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, pas plus que ça, donc elle avait déjà 80 ans et plus, elle va chez le médecin, elle est en bonne santé, elle va bien en général, elle est en forme, elle voyage beaucoup et tout. Elle fait un examen, mais ce qu'il y a, c'est elle est vite essoufflée. Elle est vite essoufflée, donc elle fait des examens et en fait, le médecin lui dit que bah, voilà, Madame Beffort, vous avez une perte de capacité pulmonaire d'environ 20-30%, donc c'est ça qui fait que vous êtes essoufflé beaucoup. Et ma mère, qui aime toujours apprendre, elle fait des cours à gauche, à droite, de tout. Puis un jour, je l'ai au téléphone, elle me dit, ah, j'ai fait un week-end de cours d'auto-hypnose, j'ai fait 2 jours d'auto-hypnose. Je dis, ah, bah, c'est super, ça, maman, et ça va bien. Elle dit, oui, oui, j'ai décidé de travailler sur ma respiration, sur ma capacité pulmonaire avec l'auto-hypnose. Puis ma mère, elle est très, très disciplinée aussi. Et je sais que pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les soirs, elle faisait sa séance d'auto-hypnose. Et 1 an plus tard environ, elle refait des examens. Elle avait retrouvé 100% de sa capacité pulmonaire, sans aucun médicament, à plus de 80 ans. Et elle attribuait évidemment ça, et probablement que c'est le cas, à ces séances d'auto-hypnose. Donc, effectivement, il y a pas d'âge et ça peut aider pour rétablir certains éléments de santé là qui sont, même si c'est un effet placebo, ben, ça fonctionne. Je veux dire, Ah, l'important, c'est pas c'est que ça qu'est-ce marche. qui fait que ça marche, c'est est-ce que ça marche. Après, bon, des fois, médicalement, il y a des choses à faire. Là. Dans le cas de ma mère, Oui, oui, bien il y avait sûr, des il faut orthèses pas, ça à remplace pas. rectifier aussi. Mais cela dit, ma mère, elle marche, puis son pied est correct, puis elle n'a plus jamais mal. Donc, bon, des fois, c'est vraiment intéressant là où ça mène. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Puis, tu sais, Toi, tu moi, as une quand tu expérience chez le parlais. dentiste, hein, Francis. Je Ouais. sais que dans une vidéo, tu nous as parlé d'une expérience chez le Ouais, dentiste. c'est ça, mais moi, je pourrais en glisser un mot par rapport à ça, par rapport à une dent que le dentiste a accepté que ce soit l'auto-hypnose qui soit l'analgésiste. Là. Mais euh, par rapport, quand tu parlais de la douleur, il y a un point important, je pense, qui est important, c'est que justement, on n'est pas médecin quand on accompagne les gens en hypnose pour avoir un impact sur des sensations, comment la personne le vit. Mais la douleur, à la base, c'est quelque chose qui est utile. À la Oui, base, c'est oui. une information. Puis des fois, je me dis, pourquoi est-ce que parce que mentalement, j'ai pas le goût de la sentir, mais que mon corps est en train de me donner un signal, c'est quel qui est le plus important? Tu sais, mettons que j'ai mal aux pieds, je suis en train de courir, faire une course, mettons, puis j'ai mal aux pieds parce que la course est plus longue que ce que je connais. Pourquoi est-ce que je continue alors que mon corps me dit que le corps a de la misère, tu sais? Fait que je pense qu'il y a un questionnement des fois par rapport à voir quand il y a une douleur. Est-ce que c'est un message? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier au niveau médical qu'est-ce qui est là? Mais Mhm. une fois qu'on a déjà les informations, puis on sait que c'est temporaire, Mhm. lorsqu'on sait que c'est pas parce qu'on ne sait pas consciemment pourquoi est-ce qu'on aurait mal qu'il n'y a pas de raison. Ça se peut que quelque chose est en Ouais, train de se réparer, puis notre corps veut dire hey, fais attention à cette zone-là. bien Fait que sûr. Ouais, mets ouais. pas trop de poids sur cette cheville-là, ou t'as mal dans le dos, force pas trop fort, fait que je vais garder un inconfort comme ça. S'il arrive pour forcer, il va faire attention. Je projette, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, on n'a pas de vérité par rapport à ça. Mais Mhm. quand c'est quelque chose vraiment situationnel, de dire comme par exemple se faire enlever une dent, ben, on le sait que notre corps va pas aimer ça. Il va avoir des alertes comme de quoi c'est pas normal que quelque chose se fasse couper, tirer ou enlever comme ça. Mais si nous, mentalement, on sait que c'est temporaire puis qu'on est en sécurité, ben on peut passer ce message-là. Puis moi c'est ça que j'ai fait quand je me suis fait enlever une dent de sagesse. Ben, je me suis dit, je vais me mettre en transe, puis je vais me mettre dans un état de bien-être, je vais guider mon esprit ailleurs. Fait que c'est ça qui va être présent pour moi. Ce qui va se passer dans la pièce va avoir pas beaucoup d'importance parce que je vais être en train de vivre autre chose puis je vais me distancer dans le fond de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, des fois, mon attention revenait sur ce qui était en train de se passer, puis je commençais à sentir quelque chose. Ben à ce moment-là, je prenais une respiration, puis je passais le message à mon corps, c'est correct, c'est temporaire, tout va bien. Puis là, la sensation s'en allait. Fait que, Mhm. à ce moment-là, tu sais, si on sait que c'est temporaire, ou on sait qu'on a déjà tout fait, ou on fait déjà attention, ben peut-être qu'on peut guider pour avoir plus de confort.
Ou peut-être qu'on n'a pas besoin de le sentir autant, ou peut-être qu'on n'a même pas besoin de le sentir. Mais si le corps, dans le fond, est en train de nous passer un message, c'est aussi important de, je pense, écouter. Écouter dans le sens, OK, est-ce que je vais faire attention? Est-ce que j'ai besoin de temps? Des fois, tu sais, on veut guérir vite, mais notre corps, au niveau biologique, ça prend un temps, tu sais. Comme je me suis blessé à un moment donné à un os, ben, il y a une douleur qui est normale pendant à peu près, je pense, c'est 8 semaines. C'est connu tu sais, dans le domaine, si tu parles d'un physio, un ostéo, sûrement, en médecine, ben, la douleur va sûrement réduire après 8 semaines. Ben, il y a un temps à ce que les choses se fassent. Fait que peut-être que je peux, par moment, me distancier de cette sensation-là, puis plus avoir besoin de l'apercevoir. Ça, c'est correct, mais c'est normal aussi que les choses prennent un temps. Fait que je Mhm. pense que l'auto-hypnose nous permet de guider, mais toujours en ayant à l'écoute de, OK, je ne sais pas que ma volonté va prendre tout le contrôle. C'est comment est-ce que je peux guider, puis aussi être à l'écoute de ce qui se passe pour avoir une espèce de négociation qui respecte toutes les parties tant volontaire que mon corps dans son entier. C'est une des choses que je trouve Oui. qui est riche en auto-hypnose. Mhm. Oui, puis c'est important de préciser aussi que c'est en accompagnement par rapport à la douleur qu'il faut être prudent, qu'effectivement que la douleur, c'est un signal qu'il faut écouter. Mhm. Mhm. Ouais. C'est quand il y a une Ben, charge écoute, émotionnelle, oui. je vais peut-être juste terminer avec ça. Des fois, c'est parce que la douleur, c'est une information. On peut se cogner le pied, faire Ah, ça fait mal, puis continuer à faire ce qu'on est en train de faire, puis plus trop y penser. Comme on peut se cogner le pied, puis dire Aïe, aïe, je me suis cogné le pied, je suis bien, tu sais, genre, puis se juger, puis concentrer notre attention, puis mettre une espèce de charge émotionnelle à ça. Puis ça, cette charge-là, en auto-hypnose, ça va très bien pour venir la libérer. Tu sais. Mm. Bon, il y aurait beaucoup d'autres aspects à explorer par rapport à l'auto-hypnose. Imaginez-vous, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là. Moi, je termine toujours ces micro-libres sur une question, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui nous regardent, qui veulent aller plus loin, qui veulent découvrir, qui veulent savoir comment faire, tout simplement, pour aller plus loin dans ce sujet-là. Est-ce que vous auriez des trucs à leur donner, des pistes à leur donner qui veut, euh, qui veut donner un petit Ben, moi, ça va truc? paraître un peu de la publicité, mais c'est faire le cours Allez, justement allons-y avec de d'initiation. la pub alors. Ben, moi c'est ça, je suis rentrée dans l'hypnose avec le cours d'initiation avec Coaching Québec avec Francis, puis c'est là où j'ai perfectionné encore plus l'auto-hypnose, tout en m'apercevant que j'en faisais déjà en fait naturellement avant, mais en ayant des outils plus précis pour diriger ces auto-hypnoses-là. Donc, des fois, juste aller chercher ces outils-là, c'est pas un gros investissement de temps, puis ça permet après, dans son quotidien, justement, de s'en servir. Fait que je pense que c'est intéressant de ben, pas forcément chez Coaching Québec, mais ça, c'est à mon cours, ça je le sais. Donc, Bah si, mais en tout cas, de forcément, quand prendre des même, outils extérieurs. si on en parle. Oui, oui, moi, écoute, c'est ça qui m'a guidée là-dedans. Fait que oui, Mhm. clairement, il y a, dans la base, dans l'initiation, il y a ce qu'il faut déjà pour auto-hypnose, pour s'aider énormément. Fait que c'est sûr que moi, ce serait mon conseil, c'est le conseil que je donne aux gens en général, de toute façon. Ouais, il y a des formations où rapidement on peut déjà apprendre beaucoup Mhm. d'outils. Là. Francis, tu proposes une formation en ligne aussi sur Coaching Québec. On a les formations en classe aussi. Kevin Finel, dont tu parlais, Anne-Hélène, qui a sorti un bouquin de vulgarisation sur l'auto-hypnose aussi, qui est très très bien fait. Donc il y a quand même beaucoup de pistes pour découvrir. Est-ce que vous en avez d'autres? Mm. Ben, il y a des beaux transferts à faire des fois du cabinet à l'auto-hypnose. C'est-à-dire que des fois, il y a l'espèce de fantasme de pouvoir tout régler soi-même. J'ai envie de dire, des fois, se faire accompagner, ça trace les premiers sillons qui permettent après de refaire de l'auto-hypnose sur ce qu'on a travaillé en accompagnement. Puis, ben, on devient meilleur en auto-hypnose parce qu'on s'est fait guider aussi, parce que la Mhm. manière dont on est guidé, ben, ça nous influence, puis ça nous donne des idées sur comment on peut faire. Donc, il y a aussi cette idée d'oser sortir des fois de l'isolement ou de ce fantasme de tout pouvoir régler tout seul, puis d'oser le lien à l'autre, puis d'oser l'accompagnement en tant que tel. Donc, tu sais, se payer une séance d'hypnose pour soi, ben, c'est aussi ouvrir la porte à pouvoir mieux se guider après de manière plus autonome soi-même. Il y en a même qui sont venus des fois pour préparer des séances d'auto-hypnose en apprenant à se connaître ou à voir qu'est-ce qui marche bien pour eux. Donc, n'hésitez pas, il y a un suivi individualisé, même pour ça, ça existe, puis c'est facile Mhm. à trouver. Mhm.
Ouais, parce que c'est difficile de donner, je pense, une technique. J'y pensais, je me disais, qu'est-ce que les gens pourraient déjà faire parce que chaque personne est différente. Puis Mhm. je pense Mhm. qu'un des avantages, autant la formation en ligne d'auto-hypnose, c'est que ça donne le temps d'expliquer différentes techniques, à quoi ça ressemble vivre l'état d'hypnose. Parce que si on recherche à faire de l'auto-hypnose, ben, on va passer par une transhypnotique. Donc, si on n'a pas suivi de formation, si on ne s'est pas fait accompagner, par exemple, par un hypnologue, on n'a pas assez de connaissances puis d'expérimentation, c'est difficile de le retrouver. On ne sait pas trop ce qu'on cherche, en fait. Mhm. Fait que je pense que d'aller vivre une expérience hypnotique, que ce soit dans une formation, dans la formation d'auto-hypnose ou d'être accompagné, ça permet de connaître, ah, c'est ça. OK, Mhm. puis de connaître quelques chemins pour l'atteindre. Une fois qu'on a ce chemin-là qui guide notre attention, qui guide notre état, ben là, on va pouvoir justement avoir tous les outils où est-ce que ben, je vais m'imaginer ce que je veux vivre, puis commencer à le ressentir pour que mon corps l'intègre, ou je Mhm. vais l'imaginer quelque chose qui, de manière symbolique, représente ça pour guider mon esprit. Mais il y a toujours, tu sais, le volet rentrer en transe, guider mon attention, qui est la première chose. Donc ça, des fois, on a besoin d'être accompagné ou d'aller prendre le temps pour l'apprendre. Mais une fois qu'on l'a, par exemple, ben, on le perfectionne, on l'ajuste, mais on l'a pour toujours, en fait. Mhm. Mm. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci vraiment pour cet échange. Là, il y aurait eu plein d'autres choses à dire. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez en dessous de cette vidéo. Si vous voulez qu'on aborde plus de thèmes liés à l'hypnose aussi, hein, faites-nous vos suggestions, faites-nous vos demandes. Sur la page de Coaching Québec, vous allez trouver quand même beaucoup d'infos relatives aux différentes possibilités d'expérimenter l'hypnose, hein, que ce soit l'auto-hypnose, que ce soit des cours, que ce soit des lectures, que ce soit des rencontres avec des hypnologues, que ce soit des webinaires qu'on propose aussi, ce micro libre évidemment. Alors, ben, je tiens à vous remercier tous les trois pour votre temps. Merci Anne-Hélène, merci Maëlys, merci Francis. Merci Voilà. à Marie-Audrey qui est derrière à la technique en train de gérer tout ça. Et Mhm. ben, merci à vous qui regardez cette vidéo et au plaisir de vous revoir bientôt, soit virtuellement, soit en vrai chez Coaching Québec. À bientôt. Bonne journée. Bye. Bonne Salut. journée.